Donc, 1 heure de table ronde pour se questionner sur l'avenir du co-farming. J'appelle sur ces magnifiques tabourets à mes côtés Thierry Dupont, Olivier Fray, Michaël Jacquemin, Cyril Champenois et Aïssa Mazou, sous vos applaudissements. Et il me faut des tabourets en plus. Bienvenue. Redoublez d'applaudissements pour Aïssa qui a pris un avion du Nigeria ce matin pour être avec nous. Je frôle l'extinction de voix. Voilà. Michael ne restera pas debout. Ah ben non, quand même, un tabouret. Ah, je fais tout, hein, ici, hein. C'est pas souvent que j'offre des sièges à des messieurs. C'est une journée riche en expérience. Alors, l'avenir du co-farming. Bon, tiens, je vais aller dans le sens où vous y êtes installés. Merci à tous les 5 de participer à cet échange. Alors, je présente brièvement chacun. Thierry Dupont, vous êtes évidemment, j'ai envie de dire, agriculteur comme beaucoup ici aujourd'hui, mais aussi président de la coopérative Agora, administrateur des coopératives de France, c'est comme ça qu'on le dit, ACOP de France. Alors, je pars chez... attendez, dans l'ordre. Donc, Aïssa Mazou, je le disais, arrivée du Nigeria aujourd'hui. Et vous avez cofondé, ou en tout cas vous développez Hello Tractor, qui est un concept américain, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et votre territoire, en toute simplicité, c'est l'Afrique. On va parler d'opportunités et puis d'idées peut-être de collaboration avec d'autres startups ici. À gauche d'Aïssa, c'est Cyril Champenois qui a été évoqué déjà tout à l'heure à la tête de France Agri, Twitos et puis agriculteur également. À gauche de Cyril, c'est Olivier Fray. Merci d'être là, Olivier, parce qu'il n'était pas en forme du tout. Un vilain virus lui a fait du mal, donc c'est un courageux. Consultant spécialisé du monde coopératif et des réseaux sociaux, donc on va vous écouter également. Et puis, je le disais, Michaël Jacquemin, qu'on a croisé dans la journée déjà, agriculteur, cofondateur d'Échange Parcelles et vice-président de l'association Co-Farming. Voilà, en quelques mots, parce qu'il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire. Alors, je vais vous poser quelques questions pour qu'on se projette un peu ensemble dans ce qui peut nous attendre de positif. La question de la collaboration entre coopératives, start-up, innovation et monde du co-farming, elle a été évoquée en particulier en restitution là, des ateliers. Alors Thierry Dupont, pour vous finalement le co-farming, parce que vous êtes contributeur à certaines initiatives, qu'est-ce que ça évoque? Pourquoi ça vous a accroché ou pourquoi ça vous a convaincu même? Ben moi, le co-farming, je le vis au quotidien. Alors non pas en termes d'outils numériques, mais en termes de partage, hein, comme ça a été dit ce matin en introduction par Jean-Paul. En premier lieu au niveau de mon métier d'agriculteur, parce que je partage mon exploitation avec 3 autres agriculteurs voisins. On a fait ce qu'on appelle un assolement commun. Donc on partage les parcelles, le matériel, le personnel. Et on partage le gain des récoltes et on a une clé de répartition qui est le nombre d'hectares que chacun apporte. Donc ça, c'est la base. Et puis, eh bien, le deuxième endroit, c'est au niveau de la coopérative, puisque la coopérative, par essence, elles ont été créées par des agriculteurs pour partager des moyens financiers, matériels, humains, pour créer de la valeur et de la compétitivité sur les exploitations. Et pourquoi, comment vont faire les coopératives et les startups innovantes et les nouveaux dispositifs pour vraiment chacun trouver sa place et se faire grandir, s'accompagner, moderniser peut-être certaines institutions et apporter aussi votre recul peut-être à des structures plus jeunes? Alors on a pu peut-être considérer dans certains échanges cet après-midi qu'il pouvait y avoir concurrence entre les coopératives et les sociétés du co-farming. Moi je crois au contraire qu'il y a beaucoup de synergies à trouver. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui sont dans le co-farming, elles doivent créer ou développer un réseau.
et que nous, les coopératives, notre ADN, c'est le réseau que l'on a, le réseau par notre maillage territorial, par nos techniciens, par nos agriculteurs. Et donc là, on a une vraie synergie à trouver. Et je vais prendre un exemple, c'est WeFarmUp. Quand on regarde les indicateurs techniques de WeFarmUp, les régions où il y a les meilleures fréquentations, où il y a une utilisation un peu plus importante, ce sont les régions où certaines coopératives se sont engagées et sont proactives sur le dossier WeFarmUp. Donc on a vraiment un rôle complémentaire à jouer entre la vieille économie, entre guillemets, et la nouvelle économie. Ouais, c'est là où on se rend compte que la présence, l'accompagnement, ça ne mène jamais que du bon, a priori. Est-ce que ça, finalement, cette alliance-là, c'est vecteur de compétitivité pour le monde agricole? Est-ce qu'on va pouvoir le ressentir, le mesurer, peut-être? Alors aujourd'hui, c'est une préoccupation que l'on a dans la coopérative Agora. L'agriculture est quand même aujourd'hui dans une situation qui est compliquée. On est dans le brouillard au niveau des moyens de production, on est dans le brouillard au niveau des marchés, et au milieu, on demande aux agriculteurs de s'adapter. Et donc, nous, chez Agora, on essaye de se donner les moyens de créer les outils, les structures qui pourront demain accompagner nos agriculteurs. Alors non pas effectivement en leur vendant plus de phyto, plus d'engrais, parce qu'aujourd'hui c'est derrière nous, mais en proposant des mix de solutions qui marieront effectivement de la chimie, des engrais, mais de l'agronomie, de l'innovation, des OAD, donc des outils d'aide à la décision, de l'économie. On a parlé d'économie. Je pense qu'il faut qu'on redonne de la compétitivité à nos agriculteurs et à nos adhérents. Et donc aujourd'hui, c'est un des objectifs de la coopérative. Alors, ça entraîne effectivement, ça a été dit précédemment par M. Dumdum, il faut aussi, comme dans son centre de gestion, faire bouger d'abord les adhérents, parce qu'il y a une révolution culturelle à apporter, mais il faut aussi accompagner les salariés de l'entreprise à se projeter dans une nouvelle façon de faire leur métier. Et finalement, en toute objectivité, est-ce que le monde agricole français freine pas quand même? Il y a beaucoup d'innovations. Il y aurait apparemment une vingtaine de start-up sur les sujets du co-farming et ces types d'innovations. Et peut-être que ces acteurs-là trouvent que ça ne va pas assez vite ou qu'ils ne sont pas assez soutenus. Alors si je prends toujours ma coopérative Agora, nous on a pris la décision d'être proactif dans le dossier, puisqu'on a pris une participation financière dans WeFarmUp, justement pour pouvoir donner des moyens à WeFarmUp de se développer et d'être présent sur notre territoire pour accompagner nos adhérents dans l'évolution du modèle, mais aussi pour apprendre à connaître de l'intérieur le fonctionnement d'une start-up, parce que, je le dis, une vieille économie, c'est pas péjoratif, mais on a certaines rigidités, on a des fonctionnements qui... c'est difficile à changer, et on se rend compte au contact de Laurent et de Jean-Paul qu'il y a de l'agilité, il y a de la réactivité, il faut s'adapter, et puis on voit l'objectif, mais nous on a tendance à, comme un gros navire, à aller tout droit, alors que c'est un coup à zig, un coup zag, un coup à droite, un coup à gauche, et voilà, au début c'est un peu perturbant. Alors effectivement, il peut y avoir des freins. Le premier frein, c'est culturel. Ouais. On a aussi en France, contrairement aux États-Unis, une aversion au risque. L'échec, on n'a pas une culture de l'échec, donc ça pousse pas à prendre des risques. Donc c'est ce frein culturel. Et puis le deuxième frein que je vois, c'est quand même en agriculture, on n'est pas dans un secteur économique qui marche beaucoup. Et qu'à un moment donné, pour accompagner toutes ces startups, il faut aussi des financements. Et que ces financements dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs créateurs de valeur énormes, le retour sur investissement, il se fait comment? Ça fait partie des freins qui peuvent expliquer une certaine frilosité. C'est bien qu'on se dise ça dans les murs de BPI France quand même. On ne sait jamais si les murs ont des oreilles.
Merci Thierry Dupont pour ces premiers éléments de réponse. Alors je le disais, Aïssa développe Hello Tractor, parlant en anglais toute la journée, même si le français c'est sa langue maternelle. Donc je sais qu'il y a des éléments de langage qui vont peut-être sortir en anglais, donc soyez prévenus, ce n'est pas des petits snobismes, c'est que c'est son quotidien. Déjà peut-être Aïssa, on va présenter l'offre d'Hello Tractor pour comprendre de quoi on parle exactement. Oui, merci Eve. Alors, il fonctionne. Oui, okay. Je crois qu'il fonctionne très bien. Donc, vous êtes sûr? Ok. Est-ce qu'on entend bien Aïssa au fond de la salle? Oui. Très bien. Donc, merci Eve. Effectivement, donc, je suis basée au Nigeria, mais une petite rectification. Je ne suis pas fondatrice ou cofondatrice de la compagnie. Je suis responsable des ventes et je suis francophone. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous pour communiquer en fait les points communs que le co-farming propose et vraiment Hello Tractor. Donc j'ai entendu énormément de points communs, mais à la seule différence que nous, en Afrique, où on se positionne, et plutôt dans les pays du Sud, c'est l'infrastructure. L'infrastructure et les moyens matériels que les agriculteurs ont en Afrique. Donc les solutions digitales même qu'on propose commencent d'abord par la gestion en fait, du matériel et le leasing du matériel. Donc on a développé un produit phare qui est connu sous le nom de Smart Tractor, qui est une petite machinerie et qui correspond en fait aux moyens et à la taille des agriculteurs africains pour au moins commencer à intensifier leur productivité. Donc ce produit nous a permis de développer et d'accompagner au fur et à mesure, mais tous les acteurs de la chaîne finalement de matériel. Elle comprend les constructeurs, elle comprend les coopératives qui font des centres de gestion. Elle comprend aujourd'hui des jeunes et elle comprend différents services. Alors Aïssa, on a une particularité quand même dans votre modèle et de par les territoires, c'est évidemment immense, sur lesquels vous opérez, c'est que à la fois vous êtes une ressource pour, comme on l'a dit souvent, être plus efficient, minimiser les coûts, voilà, travailler mieux quoi finalement, mais vous êtes aussi une ressource pour des gens qui n'auraient pas du tout accès à du matériel ou à des ressources, ou à des équipements, ou à des infrastructures. Donc une dimension amélioration du business, mais aussi une dimension presque sociale ou sociétale. Comment on peut gérer les deux? Absolument. C'est pas le même métier quelque part. Non, pas du tout. Et effectivement, en fait, on a deux lignes de développement, deux lignes de service finalement, où on a réussi à créer en réseau, à mettre en réseau l'existant. Les tracteurs neufs aujourd'hui qui rentrent en Afrique aujourd'hui passent souvent par nous pour être monitorés. Et petit rappel, peut-être entre parenthèses, on se positionne nous vraiment dans le matériel et les équipements qui sont ce qu'on appelle low cost. Parce que je sais que les équipements que vous fournissez sont en règle générale viennent avec la technologie pour monitorer et pour vous fournir toutes ces analytics. La plupart des machineries qui rentrent en Afrique, elles sont en dessous d'une certaine puissance et qui n'ont aucune technologie de base. Et c'est vraiment là où Hello Tractor s'est positionné et a d'abord fait ses preuves. Donc on fait du co-sharing aussi de matériel, mais qui s'adresse en fait à une demande qui n'est pas capable de, elle, s'offrir un matériel qui, à la base, n'était vraiment pas aussi... Est-ce que vous êtes soutenu par les gouvernements des lieux où vous opérez? Parce que, voilà, on comprend qu'il y a l'aspect sociétal me marque quoi, dans ce que vous faites. Oui, j'ai envie de dire que pour l'Afrique, en fait, la révolution verte commence maintenant. Donc la transformation dont vous avez fait référence, en fait, nous, c'est maintenant qu'on la vit. Et bon, donc on s'aligne pas mal, en fait, aux objectifs et aux défis. On m'entend pas? J'ai un doute. Oui, gardez bien le micro au plus près de vous. D'accord.
Ah, pardon. D'accord. Ça très va bien. mieux au fond, là, ils revivent. Merci Delphine. Merci Delphine. Donc effectivement, là j'ai pour répondre Oui, à la question, révolution verte, c'est une maintenant. révolution verte pour l'Afrique, c'est maintenant. On est en train d'accompagner, on va dire, les objectifs, les défis qui sont fixés par les Nations Unies, qui sont finalement liés au doublement de des populations africaines qu'on sait dans une quarantaine d'années. Il y a des défis de productivité pour les terres, parce que l'Afrique en fait représente aussi la majorité des terres arables qui sont disponibles au monde. Hein. Donc il y a ce potentiel-là aujourd'hui. Et finalement, on voit les financements qui commencent à s'organiser. Et on voit qu'on est appelé à développer des solutions qui répondent, qui accompagnent ces politiques-là. Parce que voilà, il y a une vraie, il y a un vrai. Maintenant, on crée des solutions pour mieux gouverner les dépenses, la dépense publique autour de ça, parce que tout ça, ce sont des dettes. Hein. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais voilà. Donc, ça engage des États à vie. Dans des générations, plusieurs générations, sur plusieurs générations. Donc, la technologie permet d'être un levier aujourd'hui pour soutenir ces engagements. Mais ça veut dire que le co-farming serait une vraie solution pour l'Afrique. Là, ce ne serait pas une petite pierre à l'édifice, mais quelque chose de conséquent. Non, absolument pas. C'est d'actualité. Tous les pays en parlent, c'est d'actualité, on en a... sauf que nous, en fait, à Hello Tracteur, on est vraiment concentré autour du matériel, de l'équipement, de l'optimisation, donc les analytiques qui sont autant du côté des agriculteurs, autant des fournisseurs d'accès de services. Nous, on se concentre là-dessus, mais il y a un vrai besoin pour accompagner en fait, les jeunes et le capital humain qui a besoin de traduire toutes ces données-là. Et donc moi je vois, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié l'invitation ici, parce que je pense que c'est une opportunité pour vous en tout cas de rentrer. C'est ça, ce que vous vous dites, c'est qu'avec des partenariats, par exemple, hein, imaginons, avec Hello Tractor, ça peut être pour certains ici l'occasion d'attaquer, mettre un pied sur un marché où il y a un potentiel fou. Il y a un potentiel fou, il y a des... alors, je pense que c'est aussi l'un des challenges et l'un des défis de ce secteur-là, c'est que toutes les technologies sont prises d'assaut parce qu'en fait, il y a une vraie capitalisation derrière de marché. Donc, il y a des investisseurs qui savent exactement ce qu'ils recherchent. Donc, il faut faire attention en fait, à offrir une solution qui intègre tout le monde. Et donc, je pense qu'il y a de la place pour surtout ceux qui ont des offres d'impact voilà. D'accord. Ce que vous nous dites là, si j'ai bien compris, vous me dites si j'ai bien compris, c'est que ça sent le vécu. J'ai l'impression que vous avez vu des investisseurs pousser des solutions qui finalement segmentent plutôt qu'elles ne rassemblent. C'est ça ? C'est ça. Okay. C'est ça. Donc vigilance à l'impact social et sociétal. Merci pour votre témoignage. On vous posera des questions ensuite aussi. Je donne la parole à Cyril, dont on a dit qu'il est agriculteur et a créé France Agri Tweetos. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? On comprend que c'est Twitter, mais quoi exactement ? Alors Rémi l'a dit tout à l'heure, il nous a bien mâché le travail. C'est une communauté. Quand en décembre 2013, je suis arrivé sur Twitter sur les conseils de M. Jean-Paul Ebrard, qui est ici, un grand monsieur, j'ai été accueilli par une communauté d'agriculteurs et de personnes issues des filières agricoles où on sentait réellement qu'il y avait des valeurs qui passaient sur cette communauté. Le temps a passé, beaucoup de personnes sont arrivées sur Twitter, toujours dans le milieu agricole. Et comme ça a été dit aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, il y a eu un réel besoin d'avoir des rencontres entre nous. On se connaissait, pour certains, très bien. On avait des éléments au niveau du travail, même au niveau de la vie de tous les jours, même dans le personnel parfois. Et on sentait qu'il y avait une réelle demande de se rencontrer.
Donc l'an dernier, au mois de juin, on a décidé de lancer des rencontres, de créer un événement, notre propre événement. On a créé une association et évidemment dans les statuts de l'association on s'est dit mais si c'est simplement pour boire une bière autour d'un barbecue, enfin, voilà, on pourrait en faire quelque chose d'un peu plus constructif. Et c'est devenu évident à ce moment-là de dire ben voilà, on est tous des communicants autour de l'agriculture, sur l'agriculture. Aujourd'hui il y a une demande sociétale de savoir ce qu'on fait sur nos exploitations, savoir comment les productions sont faites, sont transformées. Et il est devenu évident que l'association France Agri-Tuitos allait non pas passer des messages elle-même, mais soutenir les personnes qui sont sur Twitter et qui parlent d'agriculture positif. Donc des messages positifs. Donc c'est un vrai sujet de transparence, de communication et de soutien. Oui. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans la restitution, il est temps de se charger nous-mêmes de notre communication. Il est temps de se prendre en main et par ces petites choses, ces petites pierres à l'édifice, on le fait chacun de notre côté. On arrivera je pense qu'on arrivera, on va essayer du moins de réconcilier le consommateur avec le producteur et avec les filières parfois. Mais on essaye du moins. Mais alors toi, en tant qu'agriculteur, qu'est-ce que tu attends du co-farming ? Alors moi, j'attends plusieurs choses. Déjà, quand on m'a dit que j'allais venir à Paris pour participer au co-farming, il y aurait eu quelques temps, je me serais dit, très bien, je prends la voiture, je réserve à l'hôtel, et puis voilà, tout se passe bien, sauf que moi j'ai vécu la crise de 2016, je parle d'une crise parce que c'est vécu par les agriculteurs comme une crise. Et aujourd'hui, je me dis, mais je me suis tourné quand même vers des choses comme Blablacar. Je suis arrivé à Paris, on m'a dit, même si je ne l'ai pas pris parce qu'au final, je n'avais pas la disponibilité pour venir. Quand je suis arrivé à Paris hier, on a pris un B&B et non pas un hôtel où je me serais retrouvé dans une chambre tout seul. On a fait pas la fête hier soir, mais on a préparé correctement cette journée. Si, vous êtes couchés très tard tous, et ça se voyait ce matin, bravo. Hein. Ah, excuse-moi. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là et je me dis, mais pourquoi, dans l'agriculture, on commence à le voir, pourquoi on ne va pas plus loin, pourquoi on en reste à quand on a besoin dans notre champ de traiter parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une maladie. Alors on peut très bien aller sur une plateforme, mais il faut que ça tombe dans les bonnes périodes. On va avoir nos OS qui vont nous délivrer un produit, mais il faut y aller. Moi, ce que j'aurais envie demain, c'est d'avoir une application qui me dit, ou que je lui dis, je la renseigne, je lui dis, voilà, j'ai telle maladie dans mon champ, je veux le produit le plus approprié à cette maladie. Je veux pouvoir être livré demain matin parce que c'est pressant et après-demain, je ne suis pas là. Je veux avoir les conseils de mes voisins qui sont pas très loin, mais aussi les techniciens qui sont aussi pas très loin. C'est tout ça que je veux demain. Il veut tout. Je veux tout. Et en plus, la deuxième chose que je veux, ouais, je veux beaucoup de choses. Et gourmand, c'est que au final, dans nos exploitations, on est, même si on est entouré de beaucoup de monde, on a beaucoup de partenaires. La difficulté de l'agriculture et des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve quand même seul face aux difficultés. Au moment de décider et de gérer les complications, on est seul. Au moment de regarder un petit peu comment on fait, on est tout seul. Et pouvoir donc discuter comme on le fait avec France Agri-Tuitos ou même d'autres moyens de communication, pouvoir savoir qu'on a des soutiens à ce niveau-là, pouvoir les rencontrer aussi parce que justement via une plateforme, on a rencontré quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. Ça a quelque chose de réconfortant et on se dit voilà, on n'est pas tout seul forcément dans la galère, il y a pire que nous, il y a certainement mieux que nous, mais ça a ce côté qui rapproche aussi les hommes. Le soutien et l'entraide. Le co-farming, j'ai entendu dire que c'était l'homme était au cœur et là aussi je pense qu'il faut que ça continue. La femme aussi. Et la femme aussi, l'homme avec un grand H, oui. Tu parlais
pas prendre ta voiture, mais de louer, de prendre Blablacar plutôt, ou d'aller dans Airbnb, etc. Donc on voit bien cette tendance de plus posséder les choses, mais c'est l'économie de la fonctionnalité, comme on dit. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que toi, ta perception, la France est prête dans le monde agricole à moins posséder? Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment prête aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que la ferme France n'est pas très bien en point. On n'est pas compétitif sur plein de niveaux. Qu'on ne va pas pouvoir choisir de remonter les prix. Enfin, on n'est pas du tout maître des tarifs qui sont mondiaux. Donc, on n'a pas 36 000 solutions. Et la première, c'est compresser les charges. Parallèlement, on nous dit, mais vous allez aussi devoir faire évoluer votre matériel pour produire avec moins d'intrants. On commence à voir de la technologie qui nous permet de faire des choses qui vont sur les demandes sociétales de la société. Mais ces technologies-là, aujourd'hui, coûtent énormément cher. Demain, ça baissera, mais je ne suis pas certain que moi, en tant qu'agriculteur, je puisse l'acquérir. Pour justement parfois intervenir sur une petite période. Donc il y aura forcément des étapes qui ne seront plus du tout la possession directe, où ce sera de la location, de la prestation de service ou de la copropriété, mais à plus large échelle. Oui. Merci Cyril, idem, on prendra des questions ensuite. Alors Olivier Frey, je le disais, consultant spécialisé du monde coopératif et des réseaux sociaux. Ma première question, Olivier, voilà, le micro circule, c'est super. Comment vous, en tant que consultant, donc peut-être avec un petit peu de recul, vous percevez cet engouement pour le co-farming ? Alors, excusez ma voix juste. Hein. On a compris. Je fais au mieux. Moi, en fait, ce que je vois, c'est déjà les agriculteurs sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Hein, lui, il y est arrivé en 2014. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté sur les réseaux sociaux qui échange tous les jours, tous les matins. Et je le redis, le hashtag co-farming était numéro 2 aujourd'hui quand même sur Twitter. Ça veut dire bravo. Avec pas que du buzz, hein, mais du contenu, des échanges qui ont été nourris. Pendant qu'on déjeunait, c'est évidemment un peu rebaissé. Et puis c'est remonté cet après-midi. Donc chapeau, c'est une vraie démonstration. Pardon Olivier. Mais le premier hashtag, c'est Nutella. Vous irez voir ce soir ce qui s'est passé avec Nutella. Vous serez content en pleine période des États généraux. Vous verrez, c'est sympa. Donc voilà, on a été excusé par le Nutella. Non, je disais, en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs tous les matins. Moi, j'échange avec eux depuis mon petit appartement parisien. Hein. Je ne suis pas les pieds dans la boue, mais j'ai sympathisé avec certains d'entre eux. Et tous les matins, on échange. Et je pense que le co-farming remet aussi du lien dans les campagnes, que ce soit entre agriculteurs ou même avec des citoyens comme moi, finalement, où j'arrive à parler avec des agriculteurs sans être agronome, sans être technico dans une COP. Je suis devant mon ordi à Paris, donc je trouve que le co-farming amène ça aussi, le fait de pouvoir échanger, à la fois les agris qui échangent entre eux, qui se donnent des conseils, qui se donnaient déjà sur Twitter, hein. Mais finalement, ce que je trouve bien, c'est que ça permet à un agriculteur, quelque part, quand il s'est planté sur quelque chose, de pouvoir dire « ne faites pas ça », je me suis planté, ça m'a coûté, et il arrive quand même à récupérer quelque part un peu d'argent sur l'erreur qu'il a faite. Pourquoi il récupère de l'argent ? Parce qu'il donne un conseil en disant voilà, moi j'ai testé, ça n'a pas marché, je vais vous aider à faire en sorte que ça marche chez vous. Ça se valorise finalement. Donc ça le valorise, ça lui fait un petit peu d'argent parce qu'il va payer sa prestation, il va faire un forfait à l'heure, admettons, pour sa prestation. Donc c'est aussi un échange marchand, quelque part, que les agriculteurs vont pouvoir faire entre eux sur les bonnes ou les mauvaises pratiques. Et alors cet échange, cette connexion, cette forme de connexion même encore plus variée que vous évoquez là, petit à petit, est-ce que selon vous, ça génère du progrès ? Parce que ce soit source d'échange et de soutien, on l'a déjà entendu. Est-ce que ça peut être vecteur de progrès ? Ça peut être vecteur, ça peut améliorer quelque part la compétitivité, mais ça on l'a dit ce matin.
Pour aller vers le progrès, il faut aussi pouvoir échanger avec les autres. Je pense que ce qui manque peut-être encore aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec des agriculteurs étrangers. Ah. Le co-farming, Voilà. quand le co-farming Aïssa Mazou nous dit « Coucou, je suis là, venez en Afrique, venez voir ». Mais je pense que le vrai progrès, ce sera quand on mettra, grâce à l'intelligence artificielle, je suis désolé, fallait que je le place, mais demain, l'intelligence artificielle permettra quelque part de traduire quasiment simultanément une conversation. Donc on peut imaginer demain des agriculteurs de 2 pays différents échanger quasiment en direct, via Skype ou je ne sais quoi, s'échanger des conseils en direct sur ce qui a marché dans tel pays, telle pratique, etc. Et ce sera traduit à l'un et à l'autre en quasi direct en fait. C'est ça la révolution, c'est en ça que c'est à ce moment-là qu'on va toucher à quelque chose. Parce que moi je lis partout révolution, co-farming, je me dis bon c'est peut-être eux pour les moi acteurs aujourd'hui du le co-farming qui se font plaisir, mais ça reste encore assez franco-français. Hein, on a une dizaine de startups co-farming en France. J'ai pas encore assez de recul sur les startups co-farming étrangères, mais je pense que on peut essaimer en essayant d'aller voir, de dire nous on veut s'implanter à l'étranger, on va aider les uns et les autres, on a des agriculteurs français qui sont prêts. On voit de toute façon souvent des agriculteurs français faire des voyages à l'étranger pour voir comment ça se passe ailleurs, que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique ou en Asie. Donc on peut imaginer demain des échanges qui se passent en amont via des plateformes de co-farming. Quand Aïssa Mazou nous dit mais essayons de faire des choses ensemble ou que certains de vos matériels sont finalement plutôt les plus basiques et qu'il y a peut-être besoin de choses plus complexes, etc. Est-ce que ça vous paraît facile, gérable, faisable pour des agriculteurs que vous connaissez d'aller vers ce type de partenariat ou de complément d'offres ? Sur le matériel, je ne sais pas. Ce matin, M. Benavent disait qu'il imaginait bien des agriculteurs du Sud prêter du matériel à ceux du Nord. Bon, on peut imaginer l'inverse, mais bon, je pense que faire un trajet vers l'Afrique avec un tracteur, un gros tracteur français, c'est peut-être un peu compliqué. Mais il y a peut-être d'autres choses qu'on peut amener. Je suis tout à fait d'accord. On vous attend pas avec le tracteur, mais sur peut-être le capital, la gestion par exemple des associations. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Et on voit qu'il y a, en partenariat, on est en partenariat avec Syngenta Foundation, donc pas la plateforme commerciale, mais la fondation. Et donc c'est ce qu'ils font. Ils accompagnent les agriculteurs et c'est de l'accompagnement et c'est vrai qu'il y a des vrais échanges, mais les anglophones restent entre anglophones, les francophones restent entre francophones. Donc effectivement, communiquer, il y a de la place pour de la communication et il y a de la place pour de l'accompagnement. Il faut une plateforme de co-farming pour apprendre l'anglais aux agriculteurs, voilà. C'est un peu ça finalement. C'est un challenge de gérer dans les 2 langues. Vous vous projetez dans quelques années, je vous demande de faire la boule de cristal. Là. Vous le voyez comment l'avenir du co-farming ? On sera peut-être avec le président de World Agri Tweetos. Mais pourquoi pas ? On ne sait jamais. Hein. Prenez une belle photo et c'est bientôt une star. Non, le co-farming, je pense que ça viendra aussi. Je pense qu'il faut déjà que les startups du co-farming français aient des ambitions à l'international. Qu'on ne soit pas en franco-français comme on est trop souvent parfois, où on discute entre nous, ça tourne en rond alors qu'il y a des choses qui se font ailleurs. Je pense que les coopératives doivent aussi faire leur mue numérique pour mieux prendre en compte les avancées, parce que moi, de ma fenêtre, je vois les agriculteurs aller à fond sur le numérique, les coopératives ont du mal à suivre. Donc, c'est marrant en fait, quand on dit ça, parce qu'en même temps, dans les coopératives, ce sont des agriculteurs, non ? C'est des agriculteurs pour certains, mais... C'est qu'à un moment donné, tout le monde ne marche pas à la même vitesse. Dans les campagnes, donc il y a un pourcentage somme toute faible qui effectivement qui sont connectés, qui sont branchés, qui sont tout ce qu'on veut.
mais il y en a quand même une grosse partie qui ne sont pas encore en capacité d'être à l'aise avec tout le numérique ou le digital. Donc on a aussi cette difficulté à gérer deux publics et on ne peut pas privilégier les uns par rapport aux autres. Donc il faut aussi que ça se fasse dans la transition, mais on y va parce qu'effectivement les jeunes générations qui arrivent, les millénials, vont nous pousser. Mais il y a un temps d'adaptation. Excusez-moi. C'est pas une question de génération. Rémi, c'est pas un millénial. Hein. Et pourtant, c'est un des plus connectés. Jeune. Non, oui, mais pour moi, c'est pas qu'une question de génération, c'est une question de culture. Et je pense que les agriculteurs qui vont de plus en plus aller travailler avec des startups, avec du co-farming, etc., vont aussi pousser les coopératives à les accompagner dans cette transformation numérique de l'agriculture. Donc, encore une fois, on se rend compte que tout ça, ça se fait avec les vraies personnes. Oui. Alors, Michael Jacquemin, start-up Échange Parcelles. Est-ce que Échange Parcelles travaille à l'international ? Je pense à ça là, en entendant les réactions. On commence direct, quoi. Mais oui. Donc, Échange Parcelles a démarré il y a un peu plus d'un an. Lancement en décembre 2017. Aujourd'hui, on couvre toute la France. 2016, ouais, lancement de décembre 2016, pardon. Aujourd'hui, on couvre toute la France et on est en train de négocier des licences sur d'autres pays européens. Et on cherche des partenaires, un partenaire par pays qui puisse déployer et développer. Donc, voilà. Et par exemple, il y a quel pays déjà avancé ou en cours ? Eh ben, la Belgique. On a des contacts en Suède. Voilà. Bravo. Vous pouvez prendre des contacts en Roumanie, je le redis. Oui, d'ailleurs. Donc là, on a échangé les cartes. Super. Voilà, ça sert à ça la journée le Co-Farming Festival. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, on veut remettre l'homme au centre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi que le co-farming puisse mettre l'homme au cœur de vos pratiques ? C'est quand même la base. Là, pour nous, co-farming, c'est vraiment les échanges, c'est clair. Alors, on utilise un moyen qui est le numérique. L'homme, évidemment, il faut qu'il soit au centre du dispositif. Et on s'aperçoit en fait que progressivement dans l'écosystème économique, historique, agricole, l'homme était au centre. Et puis progressivement, j'ai l'impression que c'est peut-être le mode de fonctionnement de gouvernance, etc. On a perdu un petit peu cette proximité avec nos institutions. Alors, on est sur un marché mondial, donc forcément il faut être le plus gros, il faut être toujours le plus gros. Et on a l'impression que l'homme, donc l'adhérent, l'agriculteur, dans son village, il est parfois des fois oublié. Et c'est pour lui un des moyens qui peut lui permettre de réapparaître. Voilà, un Rémi, il n'y aurait pas les réseaux sociaux. Un Cyril, c'est pareil, ils émergeraient pas, quoi. Donc ça, c'est quand même révélateur et c'est symptomatique et c'est plutôt une vraie chance, quoi, pour ceux qui ont des idées. Et voilà. Et alors, là, on parle de ce qu'on voit émerger autour de nous en France. Est-ce que tu as le sentiment que la France peut être au centre de nouveaux dispositifs comme ça, carrément dans le reste de l'Europe ? Tu parlais de l'expansion future d'Échange Parcelles, mais comment tu le sens, ça ? On a un rôle à jouer ? J'ai pas suffisamment de vision pour savoir ce qui se passe vraiment à l'extérieur. En français, on a toujours l'impression qu'on est les meilleurs. Enfin, j'en suis pas si sûr. Non, mais j'en suis pas si sûr. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a des idées. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir les développer déjà chez nous, mais qu'on soit très rapide. Parce qu'en fait, on est dans un monde où ça va de plus en plus vite, et le numérique, pour le coup, il va de plus en plus vite. Donc là, donnons-nous les moyens où il faut qu'on nous les donne aussi, d'aller plus vite. Alors, c'est forcément des fonds, c'est des moyens technologiques. Moi, je vais vous donner l'exemple. Chez moi, concrètement, si on parle, c'est aussi révélateur. Hein, tout le monde n'est pas connecté parce que chez moi, ça se passe comme ça. C'est allô, oui, allô, allô. Voilà, ça capte pas. Donc là, on parle que de la voix. On parle même pas de la donnée, de la data. Ouais. Et alors ça, c'est le téléphone. Et puis alors Internet, c'est un tout petit village. Quand le bus il revient, le collégien revient. Donc il y a 15 collégiens qui descendent. Et je sais que dans la foulée, on ne peut plus travailler. Et bon, on a quand même... sales gosses. On a donc appel. Alors je sais pas à qui, au gouvernement. Enfin voilà. Alors apparemment, c'est les conseils régionaux maintenant qui sont en charge de ça. Ben justement, si tu as un appel à faire, voilà, il y a un nouveau ministre de l'Agriculture, c'est Stéphane Travers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc oui, je suis pas sûr qu'il soit missionné pour ça. Bon, tu veux dire, il va pas venir dans ton village mettre les lignes ? Non, c'est sûr, mais il faudrait quand même qu'ils écoutent ça. Beaucoup d'effets d'annonce, mais pour finir, on a quand même réussi à créer Échange Parcelles.
Bon, ça s'est pas fait de mon petit village quand même. Hein. Voilà, mon associé, il est quand même basé sur voilà, en région parisienne et ça aide. Voilà. Ça aide. Non, mais il faut qu'on arrive à trouver plus de puissance à ce niveau-là, ça c'est évident. Après, ce qui est important par rapport au co-farming, ce qui a été évoqué tout au long de la journée, pour moi c'est un levier énorme. Il est important que tous les acteurs historiques s'y imprègnent. Moi, je suis super rassuré pour Agora. Enfin, ils sont là, donc il n'y a pas de souci. Il y a les agriculteurs à 2 vitesses, mais moi, je pense qu'il y a aussi des coopératives à 2 vitesses. Donc, je ne suis pas inquiet pour vous. Parce que y en a, je pense qu'ils n'ont même pas pris conscience qu'il fallait y aller. Les bonnes et les autres, c'est ça ? Non, mais après, c'est peut-être un problème de gouvernance, de réactivité, de capacité. Enfin, on vit des vraies crises actuellement, les agriculteurs, mais la filière aussi. Hein, donc, ils ont peut-être d'autres choses à gérer. Voilà. Toujours est-il que, par exemple, Jean-Baptiste nous l'a dit ce matin, le mode d'emploi d'hier ou nos modes de fonctionnement d'hier, de produire d'hier, je pense qu'il faut qu'on oublie, il faut qu'on se reformate et qu'on se mette dans un nouveau mode de fonctionnement. Donc il l'a largement dit. Et le co-farming peut être un vrai vecteur quoi, par rapport à ça. Et il y a une notion sur le prix de revient, il l'a largement expliqué, le BE, etc. On a l'habitude, nous, de travailler, on avait historiquement l'habitude de travailler sur la notion de propriété. Et ici, ça a été évoqué tout au long de la journée, c'est la notion d'usage. Enfin, pour moi, c'est clair. Et des fois, ce n'est pas tout à fait bien perçu. Pour être un bon paysan, il n'y a pas besoin d'être propriétaire de son foncier et propriétaire de ses tracteurs. Mais ce n'est pas toujours bien compris, ça. Et aujourd'hui, voilà, on a celui qui n'est pas forcément propriétaire de son matériel et qui fait faire une partie de son activité, ou une grosse partie, ou une petite, il est des fois mal perçu. C'est bon, le fameux travail à façon, etc. Enfin, c'est des outils de gestion aussi. Et tout ça, alors, le co-farming, c'est mal perçu. Il est perçu comme quelqu'un qui... Eh ben, il est mal perçu par rapport au... c'est psychologique. Voilà, les agriculteurs, ils ont du matériel dans la cour. C'est pas un vrai, d'accord. Voilà, c'est pas un vrai, il n'est pas propriétaire. Aujourd'hui, ça, je pense qu'il faut passer à côté de tout ça. Le foncier, les agriculteurs ont pris l'habitude, c'est tellement cher le foncier de ne pas forcément être propriétaire. Je pense que sur le matériel, il faut arriver à ça. On peut y aller aussi. Il faut savoir le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais alors, le gouvernement, pour le coup, il a peut-être des leviers à tirer, c'est sur la fiscalité. Les bonnes années, ce qu'on a quand même connu, un des leviers, c'était l'investissement dans de la ferraille. Et clairement, ça nous a coûté. Et aujourd'hui, ça nous coûte. Et il y en a un qui est aujourd'hui en fonction. Il nous a priori fait plaisir. C'était des suramortissements, 40%, donc qui s'appelle Macron. Clairement, donc ça a fait plaisir à tout le monde sur le territoire, parce que c'était plutôt des bonnes années. Donc c'est un dispositif fiscal. Les agriculteurs ont investi fort. C'était pas forcément raisonné. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des problèmes de... Ouais, retour de bâton. Voilà. Et le passeport co-farming, qu'est-ce que c'est ? Alors le co-farming, on en a parlé toute la journée. Mettre les agriculteurs entre eux pour échanger, mais pas que les agriculteurs, également les OPA. Il y a un moment, quand on va mettre des agriculteurs entre eux pour échanger, ils ne se connaissent pas forcément physiquement. Moi, concrètement, quand je rencontre 2-3 fois une personne de visu, bon, on arrive à sentir s'il y a une notion de confiance, etc. Mais derrière un clavier, derrière un écran, 3 mails, moi, ça ne me suffit pas pour une notion de confiance. Donc, on va mettre ça en place. Donc, c'est l'annonce qu'on va vous faire aujourd'hui. On va créer une notion de bouton, donc le bouton Connect, qui va permettre aux agriculteurs, tous les agriculteurs, de pouvoir se connecter facilement d'un site à l'autre. Alors quand on dit un site, c'est une start-up, c'est une coopérative. Enfin, voilà. Donc le bouton Connect, au même titre que vous connaissez certainement le bouton Facebook, le bouton Google, on va vous mettre ça à disposition. C'est créé, c'est aujourd'hui disponible, c'est en ligne. Donc je vais même vous les montrer. Parce qu'il y a un moment, il faut du visuel. Alors, est-ce que je peux t'aider ? Faites-le circuler. Co-farming Connect. Voilà. Donc quand on aura ça sur un écran, on clique dessus et on est connecté. On est mis en réseau. On est mis en réseau. On est mis en réseau. Ça va nous faciliter. En fait, ça va nous faciliter, nous agriculteurs, la vie lorsqu'on va passer d'une plateforme à l'autre. Toutes les données qu'on a l'habitude de saisir, d'enregistrer dans des formulaires avec des champs qui sont toujours interminables, surtout dans la notion professionnelle, il y a du SIRET, il y a du RIB, il y a du statut, il y a du CABIS. Vous facilitez la vie, et puis aussi faciliter la vie forcément des plateformes qui vont vous accueillir. Et derrière, on va pouvoir créer des liens,
Et on va surtout rajouter une fonctionnalité qui va être mise en œuvre très rapidement, c'est la notion de confiance et de notation. Donc, confiance, je vois, notation, c'est-à-dire Blablacar. Quand vous utilisez Blablacar, derrière, vous vous notez entre vous. Et ça permet en fait de monter en cotation. Et plus vous faites de transactions, plus vous utilisez les services, plus vous avez possibilité de vous faire noter. Et derrière, ça va fluidifier et faciliter les échanges possibles entre nous. Merci pour cette annonce. Merci. Pour terminer cette table ronde. Merci à tous les 5 de votre contribution. Écoutez, on n'est presque pas en retard, vraiment. Donc on a tout à fait un moment pour prendre quelques questions ou réactions. On écoutera la conclusion de Jean-Paul et il sera très vite l'heure de boire un verre et de continuer tout ça de façon très festive. Qui veut réagir ? Je suis sûre que les idées ne manquent pas. Peut-être que la fatigue, la journée est un peu là. Bonjour, je vais faire une Sébastien de Roumanie, donc. Merci. Il y a quand même une famille royale là-bas et c'est eux qui s'appellent de Roumanie. Il ne faudrait pas confondre. J'avais une question pour Aïssa Majou. Est-ce que vous savez le pays où le paiement par mobile est le plus développé ? C'est le Kenya. Hein. Alors je vais vous donner aussi une autre nouvelle parce qu'on parlait un petit peu de ça. C'est un des pays sur lequel la 4G et le réseau est le plus développé. La Roumanie aussi, oui. Alors voilà, le sujet a été abordé, internationalisation, l'avenir de co-farming. Je le vois très bien dans des endroits où il n'y a pas eu de structure agricole aussi forte et aussi puissante qu'on a en France. On a des représentants de COP, d'autres OS et OPA, mais donc tous ces outils qui permettent de faire du lien finalement entre utilisateurs, entre amont, aval et puis services autour de l'agricole, clairement je vois un futur, quand on parle de futur du co-farming, je vois vraiment un futur sur l'international. Et tout à l'heure ça a été un petit peu abordé par rapport à Internet, l'âge d'Internet et tout. Savoir-faire, expertise, qualité française. Parfois, on se prend un petit peu le chou, il faut dire ce qui est. Il n'empêche qu'il y a eu une expérience qui aurait pu faire un gros malheur française, qui s'appelait le Minitel. Ben voilà. Aujourd'hui, on utilise Internet. Ça va très bien aussi. Ça aurait pu être français, c'est américain. Le co-farming, ça pourrait être autre chose. Ça peut être français. Donc, je dirais Yaka. Parce qu'il y a des besoins sur du matériel, sur du remembrement pour le cadastre, il y a des besoins sur de la commercialisation. Toutes les entreprises que je vois aujourd'hui qui font du co-farming dans l'association, grosso modo, je leur vois une utilité déjà sur moi, les marchés que je connais, et pour avoir discuté avec des gens qui viennent d'autres horizons et d'autres pays, j'imagine très bien qu'il y a un grand continent qui n'attend que ça, quoi. Alors moi je parle d'un bout de continent, mais il y a des perspectives assez immenses. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est vrai que parfois ça fait un petit peu peur, comme le fait de changer d'équation pour de la propriété vers de l'usage. N'ayez pas trop peur, en tant qu'acteur du co-farming, d'aller vers l'international. Parce que je dirais qu'on vous attend, mais si ce n'est pas vous, ce sera un autre. Le petit tacle pour terminer. Aïssa, une réaction ? Fantastique, non mais c'est vraiment l'idée. Et je vais dire pour le Kenya, on a déjà commencé un pilote là-dessus où on est en train d'intégrer la plateforme M-Pesa en fait avec Safaricom dans notre plateforme. Elle est en train d'être testée, mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a des pays où il n'y a personne. Les startups, ils ne sont pas. Et le Kenya est particulier parce que les agriculteurs sont bien organisés. C'est très rare. Le Sénégal, il y a tous ces pays-là et francophones et nous, en fait, on est vraiment aussi ouverts à ça, quoi. Combien d'habitants au Nigeria déjà, pour nous rappeler à quel point c'est un grand pays ? C'est pas 700 ? Non, 200. On est 200 millions. 200 millions, mais ça va doubler dans les 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Voilà. Donc, ok. Est-ce qu'il y a une autre question ou envie de s'exprimer ou de dire sa fougue ? Le jeune Laurent veut parler.
Excusez-moi de poser des questions à chaque fois, mais je trouve que c'est un véritable laboratoire et je remercie vraiment tout le monde aujourd'hui qui a vraiment participé et ça a été très bouillonnant, donc ça donne envie de poser de nouvelles questions. Et notamment dans le groupe du Barcamp tout à l'heure dans lequel on était, il y avait cette idée de dire mais comment la société civile pourrait intervenir dans ces réseaux de co-farming. Et ça a été un sujet qui a été un peu taclé parce qu'il y a des frictions que l'on connaît entre le monde agricole et la société civile et qui, sur les sujets de L214, sur les sujets du glyphosate, des pesticides de manière générale, etc., etc. Et au final, on fabrique des réseaux, mais on va faire des zones blanches que sont les villes. Et je me pose la question si c'est vraiment pertinent. Alors, c'est absolument prospectif, et je poserai peut-être plus la question à Olivier Frey, peut-être qu'il y a une vision là-dessus, mais je me dis c'est quand même bête qu'on souffre et on se plaint des zones blanches dans nos exploitations ou sur nos territoires, et finalement on va fabriquer nous-mêmes de nouvelles zones blanches dans les villes. Je te dirais que ça tient aussi à une chose que je dis souvent aux agriculteurs, arrêtez de traiter les urbains de bobos. Voilà. Voilà. Les urbains ne sont pas tous des bobos, c'est des consommateurs qui sont là aussi pour consommer vos produits. Ils ont certes des exigences, il y en a certains qui sont végétariens, il y en a d'autres qui veulent du sans gluten. Le sans gluten, si vous regardez la valeur ajoutée qu'on fait sur les produits sans gluten, moi je trouve que c'est sympa, quoi. Donc arrêtez de les voir comme des bobos, voyez-les comme des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher vos produits à condition que vous le fassiez peut-être différemment. Bah ouais, mais moi je suis un urbain qui discute avec des agriculteurs, donc je pense qu'il faut arrêter de se confronter. Moi j'ai un petit côté bobo peut-être parce que j'habite à Paris, mais ça me dérange pas de mettre les bottes et d'aller dans les champs. Hein, donc l'agriculture urbaine c'est un peu pareil, on la voit aussi comme un truc de bobo. Bon, aujourd'hui, on voit des champignons qui poussent dans certains parkings parisiens. On voit des fraises qui poussent dans des containers et qui se vendent à 9 € le kilo. Bon, allez me faire des fraises à 9 € le kilo, vous serez content. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Il faut que les uns et les autres, peut-être aussi que les gens des villes arrêtent de voir les paysans comme des pollueurs ou des gens qui vont leur faire des produits pleins de pesticides. Mais ça tient aussi au fait que les médias vont dire beaucoup de choses sur l'alimentation. On a besoin aujourd'hui de beaucoup plus d'émissions positives sur l'alimentaire. Aux États-Unis, ils l'ont bien compris. Si vous regardez Netflix, il y a des super émissions. Je pense à Chef's Table, à des choses comme ça. On a quand même des chefs en gastronomie qui sont réputés mondialement. Peut-être qu'il faudrait aller bosser un peu plus avec ces chefs-là qui sont prêts à faire des choses avec les agriculteurs et mettre en avant le travail des agriculteurs français. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue d'urbain. Merci. C'est l'urbaine qui est contente. Ah, voilà, alors le micro est à Gilles. J'avais une question au sujet de toutes les données propriétaires des agriculteurs, parce que on sait qu'il faut leur autorisation pour s'en servir. Derrière, quand la donnée est raffinée, elle appartient à celui qui la raffine. Mais quid de bon usage des données qui sont fournies par les agriculteurs? Donc sur cette notion de données, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup. Il faut mettre en relation et puis transférer des données, c'est quand même la base aussi du co-farming. Donc par rapport à ce bouton Co-Farming Connect, on a fait un travail sur ce sujet. La notion de la propriété de la donnée, c'est une notion qui est très importante, surtout vis-à-vis des agriculteurs. On a tout intérêt à être vigilant et qu'il n'y ait pas de dérapage sur cette fameuse notion de big data. Donc nous, on s'engage dès le lancement, donc le lancement c'est aujourd'hui, à respecter les 13 points de la charte, qui va être la charte sur la notion de propriété de la donnée, qui va être éditée par la FNSEA. Donc une charte a été mise en œuvre, elle a été présentée à la presse le 15 janvier de mémoire. Ça n'a encore pas beaucoup fait le buzz, mais on en a pris connaissance et on s'engage à respecter cette charte. Eh bien, bravo. Et merci d'avoir posé cette question. Il est 18h15, parce qu'il y a une dernière question, on la prend, et puis sinon, je vous propose de passer à la conclusion. Voilà, en général, il suffit de dire ça pour que les bonnes idées se manifestent. Donc, bonjour, Nicolas, je suis agriculteur. En fait, c'est très bien de parler du co-farming parce qu'on parle toujours justement de communication entre agriculteurs, de diminution des charges ou autre. Mais je trouve que la problématique de demain, c'est qu'en fait, on ne connaît plus le consommateur, qu'il soit français, étranger ou autre.
Et on a quand même une notoriété en France, c'est de produire des qualités à la base saines. On a des chefs cuisiniers qui sont très réputés. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les différents modes de paiement, et notamment par le téléphone, on va pouvoir extraire les données. Et ce qui serait peut-être intéressant par rapport à notre notoriété, avant de développer à fond le co-farming, il faudrait peut-être développer le co-consommateur. Parce qu'à partir du moment où on aura développé le co-consommateur, on aura un co-farming qui sera en pleine évolution, on aura une valorisation des produits, et on aura forcément des agriculteurs heureux. Et si des agriculteurs sont heureux, c'est qu'ils pourront investir. Et dans ce cas-là, tout le monde profitera de la chaîne. Pour un futur réjouissant. Vous avez la marque du consommateur, c'est qui le patron? C'est un concept qui a très bien pris. Alors il y a certes beaucoup de marketing derrière, mais on se rend compte quand même que le consommateur est intéressé quand on lui demande de répondre à une dizaine de questions sur comment tu veux que les vaches qui produisent ton lait, elles soient nourries, etc. Et combien tu es prêt toi à mettre pour payer aussi bien que possible le producteur. Donc peut-être que demain on ira vers des structures peut-être coopératives. On pourrait imaginer des coopératives entre des consommateurs, des agriculteurs. Mais là, il va falloir peut-être changer un petit peu la loi, parce que je rappelle que la loi sur les coop, elle date de 1947. Donc il y a peut-être des adaptations à faire. Il y a un type de coopérative qui existe aujourd'hui qui s'appelle la SIC, dans laquelle on peut très bien imaginer des consommateurs avec des agriculteurs pour faire certains types de produits ou certains magasins de vente en circuit court, admettons. Mais oui, essayez d'écouter mieux le consommateur. L'inclure dans les processus, ouais. Carrément. Ouais. Ouais. L'industrie l'a bien compris. Ouais. Et plein d'autres champs, donc il n'y a pas de raison. Super. Merci à tous, à vous 5, d'être allés dans le détail sur ces sujets, de nous avoir emmenés dans un avenir quand même très proche. À vous tous de votre contribution. Jean-Paul, c'est le moment de la conclusion. Je vous laisse reprendre place. On se retrouve ensuite pour un bon moment. Merci beaucoup. Ma conclusion va être très courte et je vous promets de la faire courte. Premièrement, j'étais très content de vivre cette journée. Pourquoi? Parce que vous étiez là, parce que vous étiez tous là. 250 au rendez-vous, d'horizons très très différents. Moi, j'ai vu la liste des participants et j'ai trouvé ça génial que vous veniez de tous les secteurs. J'ai apprécié aussi beaucoup votre enthousiasme, votre engagement, parce que c'était une journée, j'en fais des colloques souvent, et j'ai trouvé qu'il y avait de l'enthousiasme et l'engagement, et ça me laisse très optimiste pour le futur. Pour le co-farming 2028, à peu près, je pense qu'on aura encore cet enthousiasme, et j'en suis très heureux. J'ai compris qu'on est de plus en plus piloté par des machines qui font que l'accélération que vous ressentez tous dans le monde agricole est une réalité. C'est vrai, l'information va de plus en plus vite, et ça, c'est le fait que les machines nous pilotent. Mais heureusement, on a du co-farming pour remettre l'agriculteur au cœur, justement, et en relation avec d'autres agriculteurs. Et quelque part, c'est un peu une revanche aussi de ce monde numérique qui nous tracte. J'ai compris que le co-farming allait être fondamental, que le co-farming allait bouleverser beaucoup de choses, qu'il allait redonner certainement de la compétitivité, des revenus complémentaires, peut-être changer quelques canaux de distribution, peut-être changer, rééquilibrer quelques pouvoirs au sein des filières, et tant mieux, parce qu'effectivement, il est important pour le bien de tous, même si ça grince un peu, que les équilibres se retrouvent, parce que si on a des agriculteurs qui arrivent à vivre, demain, ça nous permettra d'avoir des filières qui peuvent vivre. J'ai compris aussi que ça va apporter la transparence, de la dynamique au niveau des territoires, et je vais finir par les actions. Alors l'association du co-farming, c'est une association. Donc n'hésitez pas tous, toutes vos entreprises à venir adhérer. On a déjà quelques membres bienfaiteurs pour le début, mais on existe depuis pas très longtemps. L'école du Purpan, le Cerf France de Brocéliande, de BSF, la FDSEA 51, et je les en remercie. Et puis toutes les entreprises présentes, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'ai des actions à vous proposer. On a déjà des rendez-vous auprès du Premier ministre pour proposer, par exemple, des mesures assez innovantes. Il faut y aller. Par exemple, défiscaliser les échanges entre agriculteurs. Peut-être que si on recrée de l'économie sur le territoire, il faut faire la liste d'un côté comme de l'autre, savoir ce qui est défiscalisé aujourd'hui, par exemple, en achetant certains équipements. Est-ce que demain, pour l'environnement, il ne serait pas mieux de faire qu'il tourne mieux? Il y a certainement de l'innovation aussi sur le plan fiscal à proposer.
Il y a au niveau européen, on a des rendez-vous avec la Commission européenne pour faire du co-farming européen. C'est vrai que si on regarde les matériels, ils pourraient très bien démarrer dans le sud, remonter. Il y a certainement de l'échange de savoir-faire de façon transfrontalière, du co-farming transfrontalier. Je sais que Éric Gontier nous vient du spatial et de Belgique. Et le ministre de l'Agriculture belge sera au Salon de l'Agriculture, au prochain salon, pour justement parler co-farming avec nous. Alors s'il y a des personnes du ministère de l'Agriculture, on peut espérer que peut-être le ministre de l'Agriculture s'intéresse enfin au co-farming. On verra. Enfin, dans tous les cas, le ministre belge a annoncé sa venue. Parce que pour les Belges, c'est très important de relever la compétitivité via le co-farming. Et on se rend compte que si on ne va pas assez vite dans le co-farming, et je reviens à la notion de rapidité d'acquisition de l'innovation au départ, ben, il va y avoir des différentiels de compétitivité. Certains pays vont retrouver la compétitivité, d'autres peut-être moins. Donc il faut s'engager. On a vu d'ailleurs le témoignage d'Aïssa aussi, avec tout le potentiel qu'il y a en Afrique et l'adoption de ces innovations. On va aussi développer un livre ou une enquête en co-farming. Alors, cette enquête, Laurent, juste en 2 mots, c'est une enquête développée grâce au co-farming. En 2 mots, on se rend compte qu'en fait, c'est la notion de capital et de relation qu'a l'agriculture au capital qui bloque un certain nombre de transformations. Et on a eu l'idée au sein de l'association de dire, mais finalement, on va essayer d'étudier cette relation de capital qui est extrêmement forte. Et pour l'étudier, on a dit, on va faire un tour du monde, globalement, des différents modèles agricoles et de comprendre d'un point de vue sociologique, psychologique, culturel et bien sûr économique, de comprendre la relation qu'ont les différents types d'agriculture par rapport au capital. Donc voilà, donc c'est une étude, c'est un nouveau livre blanc qu'on va lancer sous le format assez innovant parce qu'on va faire appel à une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Mimosa pour faire financer justement cette étude-là, pour embaucher ne serait-ce un stagiaire de fin d'études. Et donc voilà, donc c'est une étude qu'on va mener dans l'année 2018 et si d'aventure certains d'entre vous veulent participer à cette étude très innovante qui va vraiment faire un tour du monde de toutes les agricultures sur le prisme du capital et de l'agriculture. L'agriculture et le capital, puisque je crois que c'est le centenaire de Karl Marx, donc ça va être aussi un sujet qui va être important, d'essayer d'éclaircir un peu ces relations entre l'agriculture et le capital en étant cofinancé par des agriculteurs. C'est aussi ça le co-farming, c'est-à-dire qu'on peut demander, pas seulement aux OPA, mais la possibilité de faire certaines études. Je peux déjà vous annoncer qu'il y aura un second co-farming fest. Il aura lieu au mois de janvier. Et je remercie bien sûr nos sponsors, Syngenta, Cocolabs, et puis Agronov, et puis bien sûr vous tous qui avez fait que c'est une véritable réussite. Il y aura donc une édition numéro 2 du co-farming. Je tenais à remercier tout particulièrement Ève d'avoir animé cette journée. Merci, je tenais à remercier toute l'équipe qui a bossé en parallèle de leur boulot sur leur plateforme. Peut-être qu'ils peuvent me rejoindre là, et en particulier Delphine qui a été la cheville ouvrière. Bravo Delphine. Et puis bien sûr, tous venez nous rejoindre, tous ceux qui avaient participé, tous qui ont un fanion. On peut les applaudir. En fait, c'est la bande au bandana, quoi. Bien sûr. Et si vous voulez bien, tous, voilà, ça a été une vraie organisation. Ça a été très sympa d'organiser ce Co-Farming Fest en plus. Je remercie Karine pour avoir illustré donc toute cette journée. Nous sommes très ouverts, et ce sera le dernier point, nous sommes très ouverts à vos initiatives. Alors on va organiser un co-farming tour, c'est-à-dire qu'effectivement on va se balader partout en France pour essayer justement de connecter les agriculteurs entre eux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sponsor et que vous avez envie de soutenir cette opération, à venir nous rejoindre. Il y a effectivement des choses nouvelles à développer. On a tout dit ? On a tout dit. Ben, félicitations. Et dans quelques minutes, on accueille l'artiste de la soirée, qui s'appelle Singe. Il arrive, regardez, il est là-bas, il est détonnant. Et oui, on veut bousculer un peu aussi. Et il va, vous allez voir, nous interpréter des morceaux fabuleux. Et en même temps, on peut bien sûr partager donc, le cocktail. Merci à vous tous, vraiment, merci à tous.